Bonjour, bienvenue. Nous sommes super contents de vous accueillir ici avec Diogo André. Ça va? Ouais. Bon. Merci de m'accueillir ici avec mon équipe à Pierrelatte. Donc on est dans le sud de la Drôme, pas très loin de Montélimar. Une région que tu connais bien, une région que tu sillonnes depuis quelques années déjà. Une vingtaine d'années, ouais. Une vingtaine d'années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux éventuellement présenter un peu ton parcours ici sur le bassin économique de Montélimar. Qu'est-ce que tu as entrepris pendant ces dernières années? Comme je suis présenté, je suis Diogo André, donc j'ai 29 ans. Oui. Je suis arrivé en France il y a 19 ans exactement. Et depuis 4 ans et demi, j'ai lancé quelques petites sociétés. Je fais un petit peu du télécom, je fais un petit peu de l'immobilier, de l'automobile, de la vente de véhicules et beaucoup de bâtiments, et pas mal de bâtiments. Alors c'est dû aux origines, l'entrepreneuriat c'est venu très jeune, très rapidement. J'ai toujours aimé de réussir quelque chose, en fait tenter de réussir quelque chose par moi-même, et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à aller dans cette direction de l'entrepreneuriat. Le challenge? Le challenge, ouais. Moi je suis du principe qu'il faut réussir par mérite, il faut se battre 20, 25, 20, 24 heures dans la journée. Et j'aime toujours les challenges, j'aime toujours les défis. C'est ce qui me motive tout le temps. Et encore aujourd'hui, la seule chose qui me motive, c'est pas forcément gagner de l'argent. Ouais. C'est vraiment. Aujourd'hui, il y a vraiment deux choses, c'est le contact humain mais surtout la partie défi. Aujourd'hui, on a réussi à avoir un stylo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en obtenir un deuxième? Comment on peut le faire? Comment on peut vraiment lancer ce challenge pour arriver à ce qu'on veut avoir? Les gens vont dire ouais, il a de la chance, mais en fait c'est pas de la chance. La chance on se la crée. En fait moi je viens vraiment d'une famille très très modeste. Très très modeste. Moi dans ma maison, quand j'ai grandi, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas tout ce genre de choses. Et sur quelle région du Portugal? En fait, tu prends le Portugal, tu le coupes en deux, et tu recoupes le nord en deux, et je suis en plein centre, à Viseu, à côté de Viseu, dans un petit village. Il doit y avoir quoi aujourd'hui? Il doit y avoir 20 habitants. Ah oui. Et moi en plus j'étais vraiment dans la campagne, j'avais une petite ferme avec les vaches, les chèvres. Vraiment, en fait nous on avait des vaches en bas et moi j'habitais tout au-dessus. En fait on a inculqué avec une autre mentalité. Nous, un SMIC, quand je suis parti, tu vois, ma mère gagnait 2 € de l'heure. Et c'était bien payé. Le problème c'est que c'était bien payé. Mais les cours, c'était pas aussi cher que maintenant, mais on devait faire des courses tous les 2 jours. On peut pas faire des courses à la semaine, on n'avait pas l'argent pour faire des courses à la semaine. C'est cette expérience-là, ces grandes valeurs qui ont fait la jeunesse de ton histoire, en fait, c'est tes racines. C'est assez profond, c'est marquant ce que tu racontes, c'est pas tout le monde qui va le dire, de démarrer de zéro. Et donc no pain, no gain, donc pas de travail, pas de réussite. Et tu inculques aussi la deuxième valeur qui est importante, c'est si on prend pas de risque, on ne boit pas de champagne. C'est ce qu'il dit en Russie. Et après, il faut être accompagné aussi. Tu vois, moi, quand j'ai commencé mon aventure professionnelle, il faut que tu sois accompagné au moins d'une bonne personne qui va te pousser vers l'avant. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un. Tu vois, je veux toujours réussir, mais l'homme est un peu faible. Des fois, on a des moments faibles dans sa vie. On dit, on va tout abandonner, on va pas y arriver. Et des fois, tu as besoin de coups de pied de quelqu'un qui va te mettre des coups de pied au cul. Après, c'est arrivé en France. Pour bien que les gens comprennent, tu travailles avec ton père directement sur le secteur français. Et tout de suite, vous êtes dans le business du télécom, c'est ça? Non, ça n'a pas commencé comme ça. Donc lui, il a monté une société fin 2017, début 2018. 2007, début 2008. Oui. Et moi, rapidement, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école très jeune. À 15 ans, j'ai quitté l'école. Ouais. Et une fois de plus, une mentalité portugaise, donc il m'est arrivé et il m'a mis au boulot, il m'a donné un bouquin alors que je m'étais jamais intéressé au télécom de ma vie. Et il m'a donné un bouquin, il m'a dit maintenant tu débrouilles et fais. Alors que je connaissais rien, tu regardes une carte, moi c'était des petits points. Ouais. Moi, je pensais à m'amuser, sortir, balader. J'avais 15 ans. C'était pas encore C'était pas le moment. C'était pas le moment. Et voilà, et après très jeune, je me suis mis à bosser et depuis maintenant 15 ans. Quoi. Ok. Depuis 15 ans. Ok. Et donc, il t'a formé un peu comme ça, finalement En fait, il m'a vraiment formé. Il m'a simplement donné un bouquin, tu as toutes tes réponses dans ce bouquin. D'accord. Et
Et chaque fois que je lui posais une question, il me répondait avec une dizaine de questions en plus. Donc en fait, j'avais cette crainte même d'aller lui poser une question, et qu'il me disait tout est dans le livre, t'as qu'à lire le livre. C'était un truc qui faisait 3-4 000 pages. D'accord. Ça a été une mauvaise période. Et puis, c'est une période qui dure combien de temps à peu près? Ouais, ça a bien duré 1 an et demi, 2 ans, le temps de vraiment comprendre le système, de vraiment comprendre d'un bout à l'autre. Moi, pas de formation management, pas de formation en télécom, j'avais vraiment pas de formation. En fait, j'ai même pas un bac, je suis même pas allé au bout du bac. Ouais. Et puis ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Okay. Et puis petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans le système, et petit à petit l'entreprise a commencé à évoluer, jusqu'à attendre 150 personnes à mon départ. Ça se passe comment là pendant ces 10 ans avec ton père? Très compliqué, très compliqué. Parce que moi après, j'écoute beaucoup de vidéos sur internet. Ouais. Maintenant je me suis mis aussi à lire, mais à l'époque je regardais comment faire pour être meilleur demain, et surtout pour atteindre des résultats. Moi, la seule chose qui comptait pour moi, c'est c'est pas le truc de bosser 20 heures dans la journée, c'est on a bossé 5 heures, mais est-ce qu'on a réussi à produire un bon résultat pour la journée, qu'elle soit productive. Et tu vois, mon père, il a toujours été dans la vue, donc pour lui, quelqu'un qui va commencer à 6h du matin et qui finit à 22h le soir, c'est un bosseur, même s'il a produit 100 balles. Pour moi, un mec, si c'est pas bon, un mec qui a commencé à 8h et qui finit à midi et qui a fait 1000 balles, pour moi, je suis plus content de ce gars-là que le gars qui a bossé 20 heures et qui n'a pas produit un résultat. Et c'était très compliqué, les derniers temps. C'était des objets qui volaient, c'était vraiment compliqué. Venir dans mon bureau et retourner complètement mon bureau. C'était vraiment très compliqué ces derniers temps. C'était jamais bien tout ce que je faisais. D'accord. J'étais vraiment dans cette partie critique, humiliation constante. Ok. Donc au final, tu prends ton envol. Et puis le 20 août 2019, je me rappelle de cette date. Il m'a fait énormément de manipulations de X choses, jusqu'à menacer physiquement moi et maintenant mon associé. D'accord. Et puis j'ai décidé, comment je suis pas quelqu'un qui va toujours... moi je suis quelqu'un de très croyant, et je crois vraiment à la loi du retour. La loi du retour, tout ce qu'on fait de bien, on le recevra, tout ce qu'on fait de mal, on le recevra 2 fois pire. Et le 20 août 2019, j'ai décidé de tout organiser, lui qui est rentré du Portugal le 23 août. J'ai tout laissé organiser, tout, vraiment pendant un mois, il y avait vraiment pas de problématique. Tout était organisé pour chacun des collaborateurs. Et le 23 août 2019, je suis parti. Et quand tu as 24 ans, les banques, tu viens avec un projet qui va faire X, mais les banques, elles te disent toutes, ouais, très bien votre projet, on contacte pour vous financer un truc. Parce que nous, dans la partie télécom, on est payé à 45 jours fin de mois. Mais par contre, ce que tu commences le 1er janvier, tu es payé fin mars. Ce qui est validé pour eux. Et donc, toutes les banques, on a fait une vingtaine de banques, tout elle te dit, je vous rappelle. Il y a une seule banque qui nous... j'étais tellement épuisé à la fin, j'ai dit bon, de toute façon, c'est échoué. Et la dernière banque, elle nous a appelé 3 semaines après pour nous dire qu'on avait ce crédit. Et c'était parti. C'est parti, on a commencé l'aventure. Et tu crées donc DA Solutions. Alors, on est en 2019. En septembre 2019. Septembre 2019, donc date marquante, mois marquant. La banque dit oui. Et c'est là que l'aventure commence. Donc on s'est tout de suite mis, mon associé et moi, en toute démarche administrative auprès de loueurs de véhicules, de MyPay, de choses là. Parce qu'on n'avait toujours pas le cash pour pouvoir acheter. Donc on est parti vraiment que sur de la location. J'ai commencé à vouloir recruter un petit peu du personnel. Mais vu le passé, ça a été très compliqué d'embaucher des gens que je connaissais forcément. Donc on est vraiment parti sur du recrutement via les réseaux sociaux, via Pôle emploi. Pour l'audience, le monde du télécom, pour bien que ce soit précisé, c'est un monde fermé. C'est un monde où tout le monde se connaît finalement. C'est ça. Voilà. Donc les bruits de couloir vont très vite. Exactement. C'est là où tu as un petit peu de mal à recruter. Et ta stratégie, c'est d'aller chercher des talents extérieurs, c'est ça? Pour entrer forcément dans le télécom, c'est pas forcément ça. Enfin, le monde du télécom est fermé, mais pour pouvoir y pénétrer, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est que le client, en fait, il y a 10 sociétés Mac à niveau national, et toutes ces sociétés-là se connaissent toutes les unes les autres. Moi, le gros problème, c'était recruter du personnel pour bosser avec moi. Le gros hic par rapport à toutes ces histoires du passé, c'était vraiment trouver des gens qualifiés tout de suite pour pouvoir bosser avec moi.
Ils m'ont tous tourné le dos. Donc j'étais assoiffé, donc je suis parti recruter du monde via les réseaux sociaux. Je mettais des annonces tous les jours. Je recevais des gens qui forcément ne connaissaient pas grand-chose dans notre métier. Bon, moi je le connaissais, je maîtrisais vraiment la technicité, donc moi j'ai commencé sur le terrain. Donc j'ai trouvé deux collaborateurs un peu au-dessus de Valence, tiens. Et notre premier chantier était à faire sur Vichy. J'ai trouvé 2 collaborateurs qui étaient dans la galère, vraiment dans la galère. Je pensais qu'ils étaient aussi assoiffés vu qu'ils étaient portugais, mais c'était pas forcément le cas. Il manquait un grand. Il manquait vraiment de la rage pour te donner vraiment la chose. Je leur ai plus l'électricité, il avait plus l'électricité depuis X jours dans sa maison. Ils avaient vraiment pas mal de choses qu'ils n'avaient pas. Et on a fait un chantier donc aujourd'hui un chantier qui devrait durer 15 jours. On a mis 3 mois pour le faire. Donc niveau rentabilité, c'est chaotique. Et ce qui m'a un moment troublant en décembre, le 22 décembre 2019. Donc on a fait que le chantier de septembre jusqu'à décembre. Un petit chantier à 30 000 balles, c'était pas vraiment quelque chose. Donc ils me plantent. Ils me disent on doit aller préparer les réveillons de Noël, ils s'en vont. Et là c'était un des moments les plus marquants de ma vie. On est monté, mon associé et moi, et on a passé 400 tonnes de sable en 3 nuits, en 3 jours. Jusqu'au 24, on devait rendre vraiment pour le 25 si le chantier n'était pas plié, mais ils nous payaient rien du tout. Et on a des gens même qui nous ont mis de l'enrobé à froid. Donc on avait des camions d'enrobé, donc ils m'ont vraiment planté, ils m'ont laissé en blanc. On a bossé vraiment, mon associé et moi, pendant 72 heures de fil. C'est ça. On n'a même pas dormi, on n'a même pas le froid. Le froid, conditions climatiques atroces. On est à la veille de Noël. À Vichy, 72 heures à Vichy, les gens ils sont pas du tout sympas, vraiment. On était là, elle balayait même le parterre à 11h, minuit, on se levait des mails, incendiants, c'est qui ces gitans qui sont là, en train de balayer le parterre à minuit. Et le garçon, donc on a loué des camions, donc je devais aussi les rendre pour pas payer une journée de plus. J'ai jamais conduit une remorque de ma vie. Et là, une remorque avec une pelle de 3 tonnes au cul, plein de bordel, sauf qu'il avait cassé les freins de la remorque. C'était la pire aventure, Vichy, Pierre Latte. J'ai dû mettre 10 heures pour venir, mais c'est vraiment des faits marquants. Ça, c'est vrai. Et tu vois, aujourd'hui, c'est des trucs qui t'apprennent dans la vie. Aujourd'hui, pour boire du champagne autour d'une table, quand tu arrives à quelque chose, tout le monde est là. Mais là, à part mon associé, personne n'était là. Personne. Vraiment, on a vraiment galéré sur ce chantier-là. On n'a rien sans rien. La vraie chose, c'est qu'on n'a vraiment rien sans rien. Et puis les choses se sont faites. Donc on est rentré, on a commencé à faire là c'était du génie civil. Puis on a commencé à faire des poteaux, on a fait de la fibre, on a commencé à faire des dalles pour des pylônes 5G. Et là, l'activité a vraiment commencé à développer. On a commencé à avoir une équipe vraiment au top. Donc on a eu j'ai quand même 2 collaboratrices, même au niveau bureau. Enfin, mon associé, on n'en parle pas, mais 2 collaboratrices vraiment qui... Tu vois, c'est pas simplement des collaborateurs. On sent que l'importance humaine est toujours là, parce que nous parlons souvent de tes collaborateurs et tes collaboratrices. Et ça vient du mon passé. Tu vois, ça vient encore de mon passé, des choses que j'ai vécues et que j'ai mal fait. Et je pense que tu es une personne qui n'aime pas l'abandon. Et non, j'aime pas l'échec. T'aimes pas l'échec, j'aime pas l'abandon. C'est-à-dire que quand on rentre, on te suit et on y va, quoi. On y va. Ok, on voit la suite après.
pour finir cette belle interview que j'espère que vous avez beaucoup appréciée, DA Solutions aujourd'hui, on va où? On fait quoi? Avec qui on travaille? Quels sont tes objectifs pour l'avenir, Diogo? Ok, donc DA Solutions, donc aujourd'hui sans nos intérimaires et les gens qu'on bosse, on a à peu près plus d'une centaine de collaborateurs. Donc 100 personnes qui travaillent pour DA Solutions. On travaille aux 4 coins de la France. Okay. On reste sur le territoire français ou pour l'instant, on est sur le territoire français. Okay. Mais un jour, j'en parlerai. Mais un jour. Non, c'est déjà en cours. Ah d'accord. Donc on bosse aux 4 coins de la France, que ce soit de Lille, Strasbourg, en Bretagne, à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait tout ce qui est travaux télécom d'un bout à l'autre. C'est-à-dire dès la construction du central téléphonique ou la réparation, jusqu'à chez le client final. Donc en passant par des poteaux, en passant par des tranchées VRD, en posant des chambres, en posant des PMZ. On fait aussi bien du cuivre que de la fibre, malgré que le réseau cuivre est sur la fin, mais il y a encore des années, malgré tout ce qui est annoncé. Aujourd'hui, donc, la plupart de nos collaborateurs bureautiques sont basés à Pierre-Latte, maintenant, oui. Où je me trouve. Et donc aujourd'hui, on a quand même réussi à stabiliser la partie toutes les parties sont principales, mais la partie cœur. Donc on a trouvé vraiment les personnes indispensables à l'activité. Okay. Donc j'en suis très content de les avoir trouvé, ce genre de personnes. Ouais. C'est pas que des personnes qui font que les horaires, c'est vraiment des gens qui s'impliquent vraiment dans l'activité, ce qui nous permet d'avoir évolué si vite. Parce que ça serait, je peux avoir toute la force du monde, mais si on n'a pas vraiment une vraie équipe derrière nous qui puisse nous tirer vers l'avant, on n'avance pas forcément. Aujourd'hui, on fait également des panneaux photovoltaïques, okay. On pose des bornes IRVE, de recharge électrique. Voilà un petit peu nos activités principales de DA Solutions aujourd'hui. Donc on bosse pour des clients Orange, Free, SFR, bien sûr en sous-traitance. Enfin, donc la plupart des clients en sous-traitance pour des Fage, des Inéo, des choses comme ça. On bosse pour maintenant des opérateurs en direct, quelques petits opérateurs locaux en direct. Donc on est toujours sur la partie, est-ce que, alors pour le public, je veux savoir, c'est partie Internet aussi fait partie ou pas de ta branche? Oui, partie fibre, on peut fibre, voilà, jusqu'à chez le client. Donc on va jusqu'à chez le client. On part du central jusqu'à chez le client. D'accord. Entre le raccordement côté donc, fibre. Réseau téléphonique, oui, et réseau fibre au sol. C'est les deux mêmes choses. C'est on passe pas par des poteaux. Zéro, hein. Donc, soit on passe par des poteaux, ou soit on passe par des souterrains. Par exemple en Ardèche, il y a 80% du réseau aérien. Quel cas, c'est une zone montagneuse, etc. Ouais. Mais la France a un objectif de tout enterrer. Ça, c'est leur objectif, mais que ça sera plus tard. Mais aussi bien le câble aérien que le câble souterrain, c'est du câble télécom, c'est soit de la fibre, soit du cuivre. Ouais. Même c'est comme l'électricité. Ouais. Soit les lignes sont en haut, soit elles sont en bas. Okay. Et voilà un petit peu notre activité. Donc on fait tout d'un bout à l'autre. On a un bureau d'études qui est complètement capable de faire des calculs de charge. Donc aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de remplacements de poteaux? Parce que les poteaux sont très surchargés. Et donc le poids des câbles sur les poteaux, il est trop intense, et donc il y a des calculs de charges qui sont faits pour les remplacer, mettre des poteaux soit plus costauds, des poteaux renforcés, etc. Des poteaux. Il y a peut-être des poteaux vieillissants, sinon il y a peut-être un changement. Un poteau de combien de temps, par exemple, de vie? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Là, on parle un peu de partie économie, mais il n'y a pas de limite. Maintenant, il y a un poteau qui a été changé il y a un mois, on peut le changer un mois après. S'il y a un accident. Ah oui. Et les intempéries, accidents, etc. Sinon, le poteau, en lui-même, on va lui mettre une étiquette parce qu'aujourd'hui, on ne monte plus avec une échelle sur les poteaux. Ouais. Enfin, dans la théorie. Dans la théorie, on n'est plus censé poser une échelle sur un poteau, on travaille qu'avec des nacelles. Okay. Donc, accréditation, formation du personnel. Exactement. Donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés aussi sur ça? Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir toutes ces accréditations, ces formations, toute cette paperasse, toute cette droiture, tout ça? Ou est-ce que finalement ça empêche aussi parfois d'avoir plus de liberté? Parce qu'il y a deux écoles simplement qui se battent. Il y a deux choses. Moi, qu'il y ait une politique bien ou mauvaise chez moi, donc que chaque collaborateur qui démarre chez moi passe 2-3 heures avec moi dans mon bureau. C'est moi qui vais le former sur les bases, qui vais le sensibiliser sur toutes les bases de sécurité, d'environnement, de la qualité de nos prestations. La problématique, c'est que toutes ces formations ont un coût.
elles ont un coût. Quelqu'un comprend et qui va rester avec nous 1 an, 2 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. La problématique, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui viennent tester le boulot et 2 heures après, ils sont partis, mais ils disparaissent dans la nature. Vraiment, ils ne donnent plus de nouvelles. Et on a eu vraiment une grosse problématique. Nous, en 2021, avant qu'un garçon aille sur le terrain, même avant qu'on le teste sur le terrain, on le faisait former. Mais les formations entre la K16 nacelle, grue, IPR, électrique, etc., ça me prend 1 semaine et demie. Et je l'envoie sur le terrain, 2 heures après, il a disparu. Donc ça a été vraiment compliqué. Donc aujourd'hui, on a une politique un peu inverse. Donc c'est moi qui le sensibilise, je fais signer toutes les décharges. Et c'est vraiment mon cœur de métier. Enfin, ma politique à moi, c'est vraiment de sensibiliser sur toute la partie sécurité. Je veux pas d'accident. L'année dernière, 2023, on a fini avec 0 accident de travail. Ouais. Donc c'est vraiment, je sensibilise au bout d'une semaine, une fois. De toute façon, on le voit tout de suite. Au bout d'une semaine, s'il tient la route ou s'il tient pas la route. Et à partir de là, on va le balancer à l'école, au centre de formation. Et puis voilà. On arrive à la fin. On va parler un petit peu plus business. C'est important, c'est le nerf de la guerre, hein. De toute façon, c'est comme ça. Quelques chiffres que tu pourrais nous donner sur DA Solutions. On va commencer par le nombre de poteaux, par exemple, que tu plantes par an. J'ai quelques chiffres qui ont été mis à jour en fin de l'année. Ouais. Donc depuis le départ, on a quand même planté plus de 63 000 poteaux. 63 000 poteaux à travers. Plantés ou remplacés. Donc on a la grosse activité. On a créé quand même un peu plus de 3 700 chambres. D'accord. Alors c'est quoi exactement? Les chambres, c'est tout ce que tu vois là. En fait, quand tu parles de câbles souterrains, ouais. Ces câbles arrivent bien quelque part. Oui. Tous les 300 mètres ou tous les 600 mètres, il y a une chambre qui appartient au Orange, à un opérateur n'importe lequel. Et c'est là où on fait le raccordement des câbles, qu'on va faire une jonction entre le câble qui vient de droite qui va à gauche. Ok. Donc on a fait un peu plus de 3700 chambres. D'accord. On a finalisé les 843 projets en fin d'année 2023 et on a fait un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires en 2023. 1800 projets, les nuits doivent être courtes. Hein. Elles sont courtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une très bonne équipe sur qui on s'appuie. C'est un marché qui est en croissance sur la France et l'Europe. La France est un des pays le plus en retard d'Europe à déployer la fibre optique. Hein. D'accord. Donc nous, on a quelques collaborateurs qui viennent d'autres pays, certains portugais, d'autres origines. Et par exemple, au Portugal, le déploiement de la fibre, on l'a fini il y a 20 ans. Le projet fibre optique, la fin arrive en 2025. Il reste quelques projets comme en Bretagne ou maintenant qui est sorti en Auvergne, un nouveau projet qui est sorti. Mais niveau déploiement de la fibre, avant, pour chercher un câbleur, je n'avais pas de CV. Ouais. Aujourd'hui, je reçois peut-être 10 CV dans la journée pour un câbleur. Donc, le marché de la fibre arrive à sa fin dans le gros déploiement. Donc, c'est-à-dire avant, on va dire que sur Dromardèche, on allait remplacer 10 000 poteaux par an. Aujourd'hui, le futur, on va remplacer que les poteaux cassés. Il n'y aura plus de création parce que tout sera raccordé. Donc, on aura du SAV. On va avoir du SAV et de la casse, du SAV. Okay. Ou des pannes. Mais le gros déploiement qui a créé des milliers de postes en France, il arrive à la fin. Donc, et aujourd'hui, on se fait un peu attaquer par nos confrères. On a la norme ISO 9001 qu'on a obtenue en juillet l'année dernière. Oui. On est en train de passer l'ISO 27001. Donc on est vraiment dans une politique de sécurité, d'environnement. Et comparé à certains de nos confrères, un peu parlant de concurrents, donc nous, on ne peut pas vendre une prestation au même prix comme vendent nos confrères qui font les choses de manière bien ou pas bien. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment misé sur la qualité et la sécurité de nos intervenants. Et le problème, c'est que comme le marché est en décroissance, il y a beaucoup de concurrents et des gens qui sont prêts à travailler 3 fois moins cher que ce que nous, on peut. Ouais. Nous, c'est même pas pour gagner de l'argent, c'est pour survivre. Bien sûr. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnel que ce que le marché a besoin. Et d'ici fin d'année, ça sera encore davantage. Donc tu sens qu'il y a la bulle du marché va exploser dans très peu de temps. Ouais. Comment est ta vision? Nous, on s'est préparé, on est en train de se préparer donc, sur les panneaux photovoltaïques, sur les bornes de recharge électrique. Okay. On est en train de changer notre corps de métier qui était avant 80% dans le remplacement de poteaux. Okay. Aujourd'hui, on est plus en train d'investir sur du VRD. Donc on veut se dimensionner sur des projets de l'eau, du gaz électrique,
on va complètement changer notre fusil d'épaule. On travaille en collaboration avec notre banque aussi pour 2025. On a comme projet d'acheter on a un investissement d'1 million pour justement répondre aux appels d'offres d'électricité. Comme tu peux voir, un poteau électrique n'a pas la même taille ni le même poids et c'est pas du tout les mêmes choses. Donc nous, on est dimensionné vraiment pour des projets télécoms et là on va se focaliser sur d'autres marchés. Ok, bon, parfait. En tout cas, c'était une superbe rencontre, Diogo. C'était très intense, très, très émouvant. Tu as un superbe parcours et les gens peuvent te faire confiance et je pense qu'on est content de t'avoir ici sur le secteur dans le business de la télécom. Et puis la suite en images, on va les laisser regarder un petit peu et puis je te souhaite bonne continuation, Diogo. À bientôt. À bientôt. Allez.